Je vais donc passer maintenant la parole à Madame Florence Buchholzer, qui va nous parler, qui est conseillère d'études d'impact et prospective à la Commission européenne, et qui va nous parler de la modernisation et de la simplification de la PAC. Ça, c'est une bonne nouvelle, je crois, et surtout son impact dans les fruits et légumes. Mais justement, cette intervention tombe à point nommé, puisque hier, la Commission a adopté une initiative pour moderniser et simplifier la politique agricole commune. Donc, je vais commencer par cette nouvelle dont vous pourrez bénéficier en primeur, avec toutes les caractéristiques qu'on connaît au primeur et à la primauté des choses. Voilà. Donc, du coup, on va un peu élargir au-delà de la dimension environnementale et toucher à d'autres dimensions de la durabilité. Voilà, donc dans un premier temps, je vous parle de cette communication adoptée hier par la Commission européenne et destinée aux autres institutions européennes et à toutes les parties prenantes et aux citoyens sur l'avenir de l'alimentation et de l'agriculture. Et ensuite, j'illustrerai la contribution possible de la politique agricole commune à la nutrition, bien sûr en prenant l'exemple positif des fruits et légumes et de deux schémas. On a déjà parlé des fruits et légumes dans les écoles. Je parlerai également des programmes de promotion des produits agricoles et des fruits et légumes en particulier. Donc, je pars du plus large. Donc, cette initiative qui a été adoptée hier est une étape pour préparer l'avenir et en l'occurrence le post-2020, donc en fait le prochain cadre financier pluriannuel de l'Union européenne. Donc on a commencé il y a longtemps, mais les principales étapes sont ici. Donc dans le programme de travail de la Commission de cette année figurait une invitation effectivement à moderniser et simplifier la politique agricole commune avec un mandat assez précis: maximiser sa contribution aux objectifs de développement durable des Nations Unies et aux priorités de la Commission. Alors, cette initiative d'hier ne préjuge pas des décisions financières qui interviendront l'année prochaine. Et nous devions lancer une consultation très large, ce que nous avons fait avec différentes étapes là aussi. Donc, premièrement, nous avons lancé un questionnaire public avec des questions sur la performance actuelle de la PAC et sur les défis pour l'avenir. Alors, nous avons eu plus de 322 000 réponses de la part d'agriculteurs et d'autres citoyens et de leurs organisations, les ONG, les organisations professionnelles agricoles, etc. Nous avons également organisé des ateliers, là encore, sur toutes les dimensions de la durabilité, plus un atelier sur les questions alimentaires. Donc, dans mon résumé d'intervention figure le lien au site internet où se trouvent toutes les présentations de ces ateliers, les conclusions, etc. Et les résultats de cette conférence, donc à la fois le questionnaire public et le résultat des travaux en atelier, ont été présentés lors d'une grande conférence qui a eu lieu à Bruxelles en juillet. Et donc tout ça est disponible sur le site internet, donc je passe très rapidement. La communication qui a été adoptée hier s'appuie très très largement sur cette consultation publique. Alors une consultation publique n'est jamais statistiquement significative, mais quand on a autant de réponses, il y a quand même des leçons à en tirer, ce qu'on a essayé de faire. Et je reviendrai plus tard sur la suite, parce que cette communication donne des orientations, mais ne préjuge pas des décisions financières ou des outils qui vont être retenus pour la prochaine perspective financière de l'Union européenne. Alors, juste très rapidement, les objectifs de développement durable des Nations Unies, il y en a 17 qui couvrent toutes les dimensions de la durabilité, y compris la gouvernance. Et dans notre mandat, nous devions, pour l'avenir, maximiser la contribution de la politique agricole commune à différents objectifs de développement durable. Et je tiens à signaler que dans ce processus, on a ajouté dans notre champ, par exemple, l'objectif de développement durable numéro 3 sur la santé, le bien-être, etc. En plus, bien sûr, des objectifs plus directement concernés pour l'agriculture, donc l'éradication de la faim et l'agriculture durable, etc. Donc ça, c'est le contexte un peu plus large et ça nous amène aussi vers un horizon prospectif 2030, comme celui des objectifs de développement durable. Voilà, donc c'est ce document, le lien Internet va être diffusé et disponible.
si vous regardez les titres de ce document, on a déjà une idée des objectifs et qui répondent d'ailleurs à des défis qu'on a identifiés au préalable. Mais voilà, ici pour résumer, les objectifs principaux, c'est d'avoir une PAC plus simple, plus moderne et plus durable. Et je reviendrai en détail sur les types d'enjeux prioritaires, donc la valeur ajoutée européenne avec des objectifs clarifiés au niveau européen, la mobilisation, une meilleure mobilisation de la connaissance et de l'innovation. On a eu des illustrations des enjeux avec l'exposé précédent. Et enfin, donc, les exigences de développement durable qui concernent non seulement l'agriculture, mais l'alimentation et les zones rurales. Donc on essaye d'améliorer la contribution de la politique de ce point de vue. Des objectifs un peu plus précis. Donc à gauche, la partie objectif. En fait, ça correspond un petit peu aux grandes dimensions de la durabilité, donc les dimensions économiques, sociales, environnementales, etc. Donc promouvoir un secteur agricole intelligent, c'est une traduction du smart en anglais, mais ça rend moins bien en français. Mais enfin, l'important, c'est la résilience économique, climatique, etc. Renforcer davantage la protection de l'environnement et l'action pour le climat. Et là, en fait, on doit contribuer mieux et plus clairement aux objectifs de l'Union européenne sur l'environnement et le changement climatique. Troisième volet, plus socio-économique, donc consolider le tissu socio-économique des zones rurales. Et puis un objectif transversal qui est d'améliorer le lien avec la recherche et le soutien à l'innovation. Alors, comme le thème d'aujourd'hui, enfin de ce panel, de cette table ronde, c'est l'environnement, je vais préciser les choses sur le plan environnemental et également, pour une autre dimension de la durabilité, la gouvernance. Donc, pour ce qui est de la gouvernance, une des innovations de cette communication, c'est de proposer un nouveau modèle de mise en œuvre de la PAC. Et ça correspond à un nouveau partage de responsabilités entre l'Union européenne et les différents niveaux concernés dans les États membres. Donc, c'est une mise en œuvre qui est plus sur mesure. Et donc, on veut limiter les exigences au niveau européen à ce qui apporte vraiment une valeur ajoutée européenne. Donc on va se focaliser au niveau européen sur les objectifs qui existent déjà au niveau européen, ou ces nouveaux objectifs de la PAC que j'ai précédemment énoncés, plus des paramètres de base sur les types d'intervention et des exigences essentielles, minimales, et qui doivent être communes dans l'Union européenne. Les États membres, quant à eux, doivent établir de nouveaux plans stratégiques qui couvrent non seulement le développement rural comme aujourd'hui, mais également le premier pilier de la PAC, c'est-à-dire les paiements directs et les marchés et toutes les interventions qui y sont liées, notamment dans le secteur des fruits et légumes. Alors, il y aura des exceptions. Les plans stratégiques doivent couvrir ce qui est programmable, prévisible, etc. Et par exemple, on ne pourra pas prévoir les cas d'urgence, les cas d'intervention sur les marchés en cas de crise économique ou autre. Donc, les plans stratégiques couvrent ce qui est programmable. Et la programmation doit être simplifiée par rapport à ce qui existe également actuellement dans la programmation du développement rural. Alors, la Commission doit examiner ces plans au regard des critères et les approuver. Donc, ça n'est pas une renationalisation de la PAC, c'est une sorte de nouveau partage des responsabilités. Et en fait, à tous les niveaux, on doit se recentrer sur les résultats avec des exigences de performance. En anglais, on a ce concept de budget focused on results. Donc, en contrepartie de ça, il y a une plus grande flexibilité qui est laissée aux États membres et à leurs autorités compétentes pour la mise en œuvre de ces plans et de ces objectifs. Voilà. Alors, pour la partie environnementale, on a bien sûr ce dilemme où l'agriculture d'un côté, exerce une pression sur les ressources naturelles et d'un autre côté, est affectée par le changement climatique et la dégradation de l'environnement. Mais tournée de manière positive, en fait, l'agriculteur peut contribuer à mieux
atteindre les objectifs environnementaux de l'Union européenne, y compris sur l'eau, l'air, les sols et la biodiversité, et également contribuer à l'action climatique grâce à son rôle d'atténuation. Donc voilà. Donc on essaye de trouver des synergies entre tous ces, ce qu'on appelle les drivers en anglais. Donc la future PAC propose une ambition renforcée sur ces dimensions climatiques et environnementales, une amélioration de ce qu'on appelle l'architecture verte, parce qu'on a eu beaucoup de critiques sur le verdissement. Donc il faut changer l'architecture, paiement direct, verdissement, développement rural, etc. Comme j'ai dit, plus de cohérence avec les objectifs existants des politiques environnementales et climatiques, et notamment les engagements pris à la COP 21 dans l'accord de Paris. Et donc, dans ce nouveau modèle de mise en œuvre, les grands objectifs sont fixés au niveau européen. Certains existent déjà pour l'environnement, le changement climatique, etc. Par exemple, les objectifs de réduction des gaz à émissions de serre. Et les États membres, eux, définissent les mesures les plus pertinentes pour y parvenir, compte tenu des conditions locales, nationales, etc. Et voilà, on pourra définir une liste de mesures qui, en général, ont fait leurs preuves au niveau européen, mais les États membres peuvent avoir d'autres mesures ou des mesures plus ciblées aux conditions locales. Et les agriculteurs donc, appliquent ces mesures. Ils doivent répondre à des critères exigeants, mais qui sont définis davantage par les États membres que par l'Union européenne. Donc en fait, on propose également une simplification des contrôles, avec un rôle accru dévolu aux États membres sur les contrôles et moins de contrôles directs de la part de Bruxelles. Voilà. Alors, l'autre dimension clé de cette journée, donc pour les questions concernant des systèmes alimentaires durables, donc y compris la nutrition, mais dans la communication, il y a une partie entière qui est consacrée à ces préoccupations sociétales. Donc, comment la PAC peut aider les agriculteurs à mieux répondre aux demandes sociétales nouvelles, à anticiper, etc. Donc, on a déjà modernisé des règles pour l'agriculture biologique. Donc, il y a eu un accord après un long processus de codécision, proposition de la Commission, décision du Parlement européen, du Conseil, qui a été confirmée il y a quelques jours, confirmée en termes vraiment de texte, etc. Les changements s'appliqueront à partir de 2021. C'est pour ça qu'on est dans cet horizon déjà post-2020. Alors, sur les indications géographiques, on a aussi des critiques sur la complexité, etc. Donc, il s'agit de les rendre plus attractives, en résumé, simplifier certains aspects. Et un sujet très important, donc, plus de durabilité dans l'usage des pesticides, des produits phytosanitaires. Et on a cette fameuse directive qui, elle aussi, date de 2009 pour promouvoir une utilisation des pesticides qui soit plus compatible avec le développement durable. Et donc, on veut renforcer les liens entre la PAC et cette directive, d'une manière ou d'une autre. Par ailleurs, effectivement, tous les produits qui sont mis sur le marché sont par définition sains, ça a été dit tout à l'heure. Mais il y a des problèmes quand même aigus de santé qui vont au-delà de la mise sur le marché des aliments, et notamment les questions de résistance aux antibiotiques. Donc ça, c'est une priorité de l'Union européenne et de ses États membres dans le cadre d'une approche unique pour la santé humaine, animale et celle des plantes. Et enfin, donc, en résumé, donc, favoriser une alimentation plus saine, contribuant à réduire malnutrition et obésité. Et là, on mentionne clairement dans la communication l'exemplarité de la distribution dans les écoles et la centralité des fruits et légumes dans les campagnes de promotion. Et enfin, la durabilité, ça ne concerne pas seulement l'offre, mais également la demande. Et bien sûr, on a aussi des stratégies européennes et nationales pour réduire le gaspillage européen, et on essaye de faire un lien avec l'amont. Bref, la politique agricole commune, ça n'est plus une simple politique de l'offre. Ça fait longtemps qu'on a commencé à intégrer l'aval, la demande, etc. Mais on peut mieux faire.
Bon, j'ajoute que la communication comprend beaucoup d'autres éléments, donc sur des questions plus économiques, l'aide aux revenus, aux investissements, l'amélioration de la gestion des risques. Mais Thomas y reviendra plus tard dans la journée, dans sa partie de table ronde. Croissance et emploi, priorité absolue de l'Union européenne, et les zones rurales ont leur part à jouer. Après, on a une question démographique plus spécifique dans les zones rurales et plus spécifique au milieu agricole et le vieillissement de la population agricole, etc. Donc, il faut trouver des moyens de rendre le métier d'agriculteur plus attractif et de susciter une nouvelle vocation. Mieux utiliser la recherche et l'innovation, j'en ai parlé tout à l'heure, je passe rapidement. Et bien sûr, il y a une partie dans la communication sur les dimensions mondiales de la PAC, notamment toutes ces exportations qui contribuent justement à la croissance et à l'emploi dans l'Union européenne. Le vice-président de la Commission l'a rappelé hier quand il a présenté la communication sur la PAC et la contribution de la PAC à l'exportation et à la croissance en général. Donc, enfin, deuxième partie de l'intervention, l'exemple des fruits et légumes avec les fruits et légumes dans les écoles et la promotion. Pour les fruits et légumes dans les écoles, je vais faire vite parce que nous avons déjà eu 2 intervenants ce matin qui ont commenté et donné des précisions sur ce programme en France. Et simplement pour rappeler les dimensions européennes, donc nous avons également un nouveau programme depuis cette année scolaire. En fait, ça fonctionne bien sûr par année scolaire, où on a fusionné des anciens programmes fruits et lait, et élargi à d'autres produits comme le miel ou d'autres produits, et surtout renforcer justement les dimensions éducation pour les raisons qui ont déjà été mentionnées. Alors, c'est un programme qui maintenant est financé complètement au niveau européen, puisque justement, on a vu des critiques sur les problèmes de cofinancement et ce que ça pouvait impliquer pour les trésoreries, notamment des mairies et autres agents concernés. Donc, et on a un budget indicatif qui est réparti entre fruits et légumes et lait et autres. Et donc, on a en principe une enveloppe de 150 millions d'euros par année scolaire pour les fruits et légumes et un petit peu moins pour le lait. Ces enveloppes ne sont pas pleinement utilisées, je dois dire. Voilà. Malgré nos efforts de simplification, donc une seule stratégie, etc., pour ce qui est des fruits et légumes, on donne la priorité aux fruits et légumes frais, tout en n'excluant pas les produits transformés, mais avec des exigences diététiques particulières, et les autorités sanitaires nationales sont amenées, jouent un rôle dans l'évaluation et le lancement des programmes. Alors, bon, pour résumer, là je passe très très vite, en plus on ne voit rien, mais en résumé, on a ce qu'on appelle au niveau européen les logiques d'intervention avec des impacts, des résultats, des indicateurs pour mesurer les outputs. Je ne sais même pas comment on dit en français, bon, ça me reviendra. Voilà, mais pour résumer la logique, c'est justement ce constat qui a été posé tout à l'heure. Donc, les recommandations journalières pour la consommation de fruits et légumes, donc les 5 fruits et légumes par jour, ne sont pas atteintes pour les enfants dans l'Union européenne. On a parlé tout à l'heure du chiffre de 6% pour la France. Donc en fait, en résumé, l'objectif, c'est d'augmenter la quantité ou la fréquence de la consommation de fruits et légumes. Alors ça, c'est juste une carte qui résume les stratégies pour cette année, enfin pour cette nouvelle campagne, en fait, en résumé. Donc, dans 26 États membres de l'Union européenne, on active ce dispositif européen d'aide à la distribution de fruits et légumes dans les écoles. 2 États membres ont renoncé, le Royaume-Uni et la Suède, donc c'est pour ça que c'est 26. Et les pays qui sont assurés, je crois que c'est ceux qui ont les fruits et légumes frais. Non, c'est l'inverse. C'est les transformés. Enfin voilà, je ne me souviens plus du code des couleurs. Là aussi, ah oui, bah merci, mais c'est pas grave, on reviendra tout à l'heure. Là aussi, on a ces fameuses logiques d'intervention qui sous-tendent toute planification. Donc, je ne rentre pas dans les détails, mais en résumé, on a, comme toujours et comme de plus en plus dans les interventions, on va se cibler sur la valeur ajoutée européenne. Donc ça veut dire qu'on a des objectifs qui doivent être clairs au niveau européen. Et en fait, il y a 2 dimensions
pardon, je suis passée très vite. Pardon, j'ai inversé 2 diapositives, mais donc je suis passée à la promotion qui était le deuxième exemple. Et donc, c'est cette logique d'intervention qui cible la valeur ajoutée européenne. Dans le cas de la promotion, on a 2 composantes, une composante pays tiers et une composante Union européenne. Et on favorise en fait la coopération entre plusieurs opérateurs de différents États membres, c'est pour la valeur ajoutée européenne. Alors un deuxième objectif de cette nouvelle politique de promotion, c'est de mieux prendre en compte les besoins du secteur. Donc on a étendu à de nouveaux bénéficiaires, on a étendu la liste des produits, y compris là les produits transformés, et on valorise l'origine et les qualités des produits. Les systèmes de promotion peuvent également servir en cas de crise. Ça a été le cas justement pour les fruits et légumes. Le troisième objectif, c'est comme toujours, enfin plus d'efficacité avec une procédure simplifiée. Là également, en fait, on a levé l'obligation de cofinancement national. Vraiment, il faut le souligner parce que pour l'avenir, rien n'est garanti. Et donc, on a différents modes de gestion directe quand plusieurs acteurs européens sont concernés, et avec aussi un rôle délégué à l'agence pour la promotion. Le budget actuel est de 200 millions d'euros par an jusqu'en 2019. Après, on entre dans la prochaine période de programmation financière. Juste pour mettre l'accent sur les fruits et légumes, puisque c'est le sujet qui nous occupe et nous préoccupe, et pour dire que les fruits et légumes sont quand même les principaux bénéficiaires de ce programme. Par exemple, si on regarde les années 2016 et 2017, finalement, les fruits et légumes ont représenté 30% des budgets, si on regarde les appels à propositions sélectionnés. Actuellement aussi, si on regarde sur les 3 années sur lesquelles des programmes sont en cours, donc on a 80 programmes qui concernent les fruits et légumes pour un budget total de 143 millions d'euros, donc sur 3 ans. Alors le prochain rendez-vous, c'est en janvier 2018, où donc sera lancé un nouvel appel à propositions. Parce que vous savez que ce système fonctionne sur des propositions qui sont ensuite sélectionnées ou non. Et il y aura une journée d'information à Bruxelles le 31 janvier. Donc ça, c'est les prochaines échéances immédiates. Voilà. Et pour les échéances à plus long terme, donc les étapes, donc je rappelle donc ce qui a été déjà acté, réalisé en 2017. Donc on a eu ce qu'on appelle l'omnibus agricole. Donc c'est un ensemble de modifications sur des règlements de base de la PAC. Enfin, je ne rentre pas dans les détails parce que c'est tout un paquet à lui seul qui a aussi fait l'objet de discussions longues mais intenses et finalement assez rapides au Parlement et au Conseil. Idem, l'agriculture biologique, j'en ai déjà parlé, donc on a un accord et des textes pour la prochaine période. Cette communication qui fournit des orientations sur l'avenir de la PAC. Et en 2018, donc on aura une initiative de la Commission sur la chaîne alimentaire suite au rapport du groupe à haut niveau sur les marchés agricoles et l'instabilité, la volatilité, etc. Donc premier élément. Deuxième élément, on aura la proposition cadre sur les prochaines perspectives financières, donc le cadre financier pluriannuel après 2020, normalement au mois de mai 2018, et devrait suivre assez rapidement les propositions législatives sur les politiques européennes, donc notamment la PAC, et elles seront accompagnées d'études d'impact qui évaluent l'impact économique, social et environnemental, encore une fois. Et enfin, les échéances de 2019. Donc, le Parlement sera actif jusqu'au printemps 2019. Ensuite, il part en campagne et on aura à l'automne une nouvelle commission. Donc, ça sera un défi d'avoir une codécision sur le prochain cadre financier pluriannuel. Et bien sûr, ce défi est encore plus aigu dans les circonstances actuelles, étant donné que
un des États membres, le Royaume-Uni, a décidé de quitter l'Union européenne et en principe a 2 ans pour le faire et des négociations sont en cours et en principe en mars 2019 le Royaume-Uni devrait quitter l'Union européenne avec toutes les implications y compris financières. Donc voilà, ça c'est le cadre un peu plus large. Pardon, j'ai un peu dépassé les 20 minutes ou 15 minutes, c'était devenu 15 entre temps. Merci. Et nous ne pouvons que nous féliciter de voir ce virage qui est pris vers la simplification, virage qui doit être pris aussi par les États. Maintenant, nous le faisons aussi dans les assemblées, à l'Assemblée nationale, au Sénat. Je crois qu'il est temps aujourd'hui d'aller vers la simplification. Les agriculteurs, les producteurs de fruits et légumes, et dans de nombreux domaines, je crois que les gens étaient arrivés peut-être à un degré de saturation en matière de réglementation. Et je crois que cette uniformisation aussi de la PAC, uniformisation, modernisation, va arriver peut-être à uniformité aussi des pratiques et à limiter la concurrence entre États européens et devrait permettre à nos producteurs d'éviter quand même pas mal de concurrence interne si tout le monde adopte les mêmes modes, ce qui ne peut être que bénéfique pour nos zones rurales, vous les avez évoquées, et c'est vrai que les zones rurales maintenant sont directement, le développement de ces zones et l'existence de ces zones est lié à la pratique de l'agriculture en général, qui joue ce rôle d'aménageur du territoire. Et nous étions quand même inquiets, nous le sommes toujours, avec cette agriculture française qui est numéro 1 européenne et qui a reculé à la 4e place. Je crois qu'en matière d'agriculture, en matière de production de fruits et légumes, il nous faut absolument retrouver un leadership et il nous faut nous poser en leader au niveau de l'Union européenne.